Je suis née avec une graine de folie, dans un jardin bien fleuri, en plein milieu de la nuit, où la dernière étoile s'ennuie. Je suis née le ventre ouvert, entre les mains du diable, dans une angoisse dingue, et la porte de mon cœur fermée. Je suis née comme ça. Ça vous épate, non? Il faudrait parler tout bas. Ça vous étonne, non? Je suis née dans les bras de ma mère, qui me sert jusqu'à m'étouffer de son amour immense. Je pousse des cris de joie. Je suis née et je souris à la vie, qui peut-être va m'emmener loin. Je ne suis pas née dans un chou. Il faudrait que je sorte de mon trou. Tu écris moins de poèmes aujourd'hui. Oui. C'est parce que je suis mieux dans ma peau. Tu crois que c'est ça que ça veut dire? Ouais. Parce que je passe moins à l'handicap, tout ça. Parce que en fait, les poèmes, c'est que j'ai commencé à 16 ans. Parce que ma prof de maths, elle m'a annoncé mon handicap. Elle t'a annoncé? Un handicap, ouais. Donc ça n'a pas été... Bon, peut-être que mes parents ils ont essayé de me le dire, mais moi j'ai pas trop fait attention. C'est quand la prof de maths, elle me l'a dit, j'ai fait attention. Tu veux dire que jusque-là, tu n'en avais pas entendu parler? Non. Tes parents te l'avaient pas franchement dit, quoi? Non, pas franchement. Ils avaient essayé de t'en parler un peu ou pas du tout? Peut-être un petit peu, mais peut-être que moi, je voulais pas écouter non plus, quoi. J'étais pas mûre. Peut-être que tes parents aussi pensaient que si jamais ils te le disaient, ça allait te décourager, que tu allais arrêter de te bagarrer. Quoi? J'ai pas compris ce que t'as dit à la fin. Que peut-être tu allais arrêter de te bagarrer. Ah non, parce que... Ça, je crois pas. Parce que mes parents, les parents, ils poussent. Est-ce que tu trouves qu'ils ont eu raison? Ouais. Moi, peut-être que j'ai souffert de la solitude, mais je pense que mes parents, ils ont eu raison. Parce que... Ils ont eu raison parce que... Sinon, je serais pas arrivée jusque-là, j'aurais pas parlé, j'aurais pas fait grand-chose quoi. Oui, je crois qu'ils ont eu raison, ouais. Est-ce que tu es fier du niveau où tu es arrivé? Ouais, je suis fière, ouais. Et je crois que c'est ça que les gens ne peuvent pas se porter, c'est cette fierté que j'ai aussi. Parce que mes parents, ils sont fiers de moi. Et je le sens, quoi. Et j'aime bien qu'ils soient fiers de moi, mes parents. À 37 ans, grâce à ses parents, Nathalie a eu la chance d'échapper au sort réservé aux trisomiques dans un passé pas si lointain. Ce temps où leurs parents, atterrés, mortifiés, honteux, les dérobaient aux yeux du monde. Celui où ils allaient finir leur courte vie au fin fond des hôpitaux psychiatriques en compagnie d'autres, dans ce que l'on appelait encore les services de défectologie. L'époque où ils ne sortaient de leur lit que pour se traîner en bavant sur le carrelage froid des institutions privées, où il n'était pas rare de croiser un médecin-chef qui, la mine dégoûtée, vous disait « Moi ici, je fais de la médecine vétérinaire ». Ils étaient autrement moins nombreux, ceux qui, pour soulager la souffrance des parents, ont eu, comme Françoise et Alfred Bronner, la générosité, l'intelligence et le courage de tenter l'approche éducative d'enfants réputés inéducables. La dernière fois que j'ai rencontré Alfred Bronner, il avait 92 ans, c'était quelques mois avant sa mort. Là, vous avez tout de suite un masque fait par un trisomique 21, il s'appelle Jean-Jacques. Une brève rencontre autour d'un long travail. Aujourd'hui, il doit avoir 30 ans à peu près. Un gosse doux, très gentil, qui a fait des progrès incroyables. Bien, un jour, attendez, je vous fais voir. C'est un trisomique qui a fait ce match. On voit. Il est trisomique 21, c'est le type même. Oui, c'est incroyable, on voit le... La bouche ouverte avant d'avoir été rééduqué. Après, il n'ouvre plus la bouche. Ouais. Ah oui, vous avez... Ah, c'est lui, là? Et alors, c'est celui-là, vous voyez, il a fait son propre masque. Ah, c'est fantastique. Hein?
Mais pour quelle raison? Il y avait une raison? Ah ben, nous avons un atelier, ça je vous le montrerai, nous avions un atelier de céramique, plusieurs ateliers que vous verrez, et on leur a dit, fais quelque chose que tu veux. Et ils s'influencent beaucoup les uns les autres, et après lui, il y a d'autres qui ont fait leur masque, mais pas aussi bien, lui c'était vraiment spontané. Et vous l'avez plus, le masque? Vous l'avez Le masque, je vous l'ai préparé. Je vous le tiens comme ça, mais ne le mettez pas à côté de moi, on croira que c'est moi. Ça va comme ça? Ah, c'est super. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est un Mongolien. Ah, c'est extraordinaire. Est-ce que pour vous, c'était un peu vertigineux de découvrir qu'ils sont capables de ça? Mais ils sont capables, tous les enfants sont capables de quelque chose. Peut-être pas de tout ce que vous et moi savons faire, mais ils savent faire des choses. Le tout est maintenant de les utiliser. Et là, il faut non seulement une équipe, mais il faut surtout individuellement des gens qui sachent regarder. Regardez, mais regardez avec espoir et confiance, avec cette sorte de regard désaliénant, apanage des grands thérapeutes. Il fallait savoir le faire pour repérer et filmer au sein d'un groupe d'enfants autistes le manège du petit Gauthier, un enfant trisomique. Allez Philippe, tu vas faire le jeu des petits canards. Chaque canard dans sa maison. Allez Philippe, tout seul. Dans cet institut où la communication était recherchée mais s'avérait très difficile, le petit Gauthier s'était fait l'interprète des souhaits de l'équipe. De lui et de lui seul, les enfants autistes, traditionnellement murés dans un isolement extrême, acceptaient sans broncher des gestes, une nourriture, un contact qu'ils auraient en hurlant refusé de n'importe qui d'autre. Ce faisant, l'enfant trisomique se mettait clairement en situation d'aider les soignants. Enfant rayonnant de santé, parachuté au milieu d'enfants très malades, il se révélait soudain thérapeute. Une piste qui n'a plus jamais été explorée depuis. Grâce au film des Bronner, les enfants trisomiques, réputés sous-doués sur le plan intellectuel, nous apparaissaient tout à coup potentiellement surdoués sur le plan affectif et émotionnel. Conséquence, dans un monde revisité, se posait alors la troublante question de ce que l'on pourrait nommer le rôle et la place insoupçonnée des personnes trisomiques. Celle d'une possible utilité de ces existences que tout le monde redoute et que la science traque inlassablement. Quels que soient les mérites d'une poignée de grands professionnels, il n'en reste pas moins que les vrais instigateurs, les vrais pionniers de ce que l'on pourrait appeler la nouvelle trisomie, ce sont les parents eux-mêmes. Ce sont eux qui, le plus souvent dans une solitude extrême, ont tout inventé, tout tenté, essuyé les plâtres, commis des erreurs, mais aussi échappé au ghetto et conquis des espaces. Contre vents et marées, ces parents ont persisté à rêver des enfants dont tout le monde, médecins, psychologues, travailleurs sociaux, proches et voisins, voulaient qu'ils fassent le deuil. En refusant instinctivement d'y consentir, ils ont non seulement mis, mais remis au monde les personnes trisomiques que nous avons rencontrées. Des personnes qui, sans eux, n'auraient jamais existé.
vous aviez au départ une image de la trisomie qu'à l'époque on appelait le mongolisme. Moi, j'avais un camarade qui avait un enfant trisomique. J'ai discuté avec lui, c'était 5 ou 6 ans avant la naissance de Valérie, et je lui disais, je comprends. Or, si on n'y est pas passé, on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il y avait à comprendre que vous ne compreniez pas? Ben, c'est une douleur de chaque jour, hein. Depuis la naissance, c'est une souffrance chaque jour, c'est une joie et c'est une souffrance. Non, et puis en même temps, c'est quelque chose, on ne s'y attend pas et on n'envisage pas que ça puisse nous arriver à nous. De toute façon, c'est sûrement ça aussi. Et alors on nous a présenté le handicap comme quelque chose qui était irrémédiable. C'est irrémédiable, c'est sûr, mais qui était très, très grave et qu'on ne pourrait jamais... l'enfant ne se développerait pas, l'enfant ne pleurerait pas, l'enfant ne marcherait pas, puis il vit un an, puis au bout d'un an, il y en a 50% qui décèdent. Qui décèdent parce qu'ils ont des malformations, ils ont des problèmes cardiaques, etc. Donc c'était le tableau très noir pendant la première année. Et les 3 premiers mois, j'ai écouté. J'ai vu que rien ne se passait comme nous le disait. Hein, Valérie pleurait, elle avait des larmes, elle réagissait à tout ce qui se passait. Donc au bout de 3 mois, moi j'ai dit non, je ne lirai pas, je ne prendrai pas contact, je ferai comme si mon enfant aurait du retard. Je savais qu'elle allait avoir beaucoup de retard. Mais ce retard, ce n'était pas irréversible pour moi. Donc, elle allait progresser en fonction de ce qu'on allait lui donner pour l'aider. Moi, j'ai toujours eu peur d'avoir un enfant handicapé. C'est une peur que vous avez eue? Ah oui, toujours. Et du jour où on a su qu'on allait avoir un enfant, j'ai vu les médecins, je leur ai dit, pas de problème. Ils m'ont dit non, pas de problème. Et à la naissance, vous avez un très beau bébé. Et 8 jours après, votre enfant est trisomique. Donc, il y a de quoi se poser des questions quand même. Alors, c'est sûr, bon, toujours pareil, après, avec le recul, on se dit des tas de choses. Maintenant, on regretterait de ne pas avoir eu Valérie. Mais sur le coup, on ne la connaissait pas. Donc, où est la vérité là-dedans? Il a fallu l'apprendre. Ouais. C'est très difficile hein, de gérer. Et encore aujourd'hui, vous êtes partagé entre ce plaisir que vous avez de la connaître et... Ah ben, si elle n'était pas née, ben, c'était classé, quoi. Maintenant, non. Maintenant, on ne peut pas vivre sans, pratiquement, on ne pourrait pas vivre sans elle, quoi. De toute façon, moi, ça va plus elle, loin. Elle est absente 1 heure, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle ne s'est pas fait écraser? Est-ce que... Au niveau du ressenti, j'aurais su, à l'époque, j'allais avoir un enfant handicapé, j'aurais sûrement fait tout ce qu'il fallait pour avorter. Ça, c'est à peu près certain, 500. Si vous l'aviez su. Si je l'avais su. Tu as entendu tes parents tout à l'heure qui ont dit que toi tu sois né comme tu es né, ça leur a coûté beaucoup de choses. Est-ce que tu as un sentiment de reconnaissance pour tes parents? Je sais pas. Tu sais pas? Moi je crois. Mais tu le caches pour pas... Hein? Je sais pas sûr. Là, c'est très difficile pour elle de s'exprimer dans ce domaine. Si elle le sait bien, parce que... Et si on parle ensemble, Valérie, il faudra qu'on essaye de parler un petit peu de ce que tu ressens, dans le fond. Pas juste des mots comme ça, mais qu'est-ce que tu ressens? Moi, je crois qu'elle le sait bien, puisqu'elle est arrivée à nous dire qu'est-ce que je vais devenir quand vous ne serez plus là. Donc... J'imagine qu'entre vous, il y a des choses qui se disent, qui sont difficiles à dire à un étranger. Là, ce que tu dis là.
Et maintenant, sur la peau, j'ai la couleur. Ouais, ouais. Je change de couleur. Parce que ça te fait peur. Bonjour, je suis là. Tu t'imagines qu'est-ce qui se passerait si tu vivais dans une institution? Non, je n'aimerais pas. Tu aimerais pas ça? Moi, c'est surtout une famille d'accueil à jour. Et le qui m'a famille d'accueil de jour, c'est une personne qui est à l'hôpital de Chambéry. C'est lui qui m'a hospitalisée lorsque j'étais petite. Et en fait, c'est lui qui va seulement m'accueillir un jour. Il t'en a parlé? Il te l'a dit? Ah, non, pas encore, je n'ai pas encore parlé, mais je me le dis. Toi, tu voudrais que ça soit lui? Oui, parce que lui, parce qu'il y a sa femme qui fait, et ses enfants et qui font la musique aussi. Donc c'est pour ça que je suis basée sur sa femme et qu'elle pourra m'aider en faisant de la musique. Et le sport également, la navette aussi. Tu penses souvent ça, la possibilité que tes parents meurent? C'est sûr. Tu y penses souvent? Non, pas trop. Et je pense pas trop, mais à chaque fois que ils m'ont dit ça, c'est vrai que j'étais verte à ce moment-là. J'ai l'impression que d'une manière générale, tu n'aimes pas trop parler de tout ce qui touche avec la mort. Ouais. Quelle expérience tu as de la mort? Oui, parce que c'est vrai que j'ai plus de mal de le voir partir comme ça, mais par contre, ce qui est embêtant, c'est de vivre seul. C'est ça qui est embêtant. Et si je vais laisser une famille d'accueil, ça va passer. Au festival Andy Blues, à Oléron, retrouvailles avec Nathalie. Nathalie venue là avec son père pour dire ses poèmes. Nathalie qui découvre la scène avec Benoît Eplé qui l'accompagne au piano. C'est à nous, ça va très loin. Je crois que ça va très loin. Au moment où on a appris avec sa mère que Nathalie était trisomique, ça nous a été asséné de manière extrêmement brutale par le médecin accoucheur. Ça a été un coup terrible. Terrible. Tout s'écroulait. Et puis, il faut dire aussi qu'on n'a pas eu Nathalie tout de suite à la maison parce qu'elle a été opérée d'une occlusion intestinale immédiatement à l'âge de 2 jours. Et elle est restée à l'hôpital 2 mois
2 mois pendant lesquels on n'a pas vu Nathalie, elle restait à l'hôpital. Alors on allait la voir, on la voyait à travers une vitre. Et puis ma foi, c'était pas si monstrueux que ce qui nous était tombé sur la tête. Elle était mignonne. Alors on a commencé à s'attacher à elle. Puis elle est revenue à la maison pour noter dans un livre les développements. Et puis elle a commencé à dire quelques mots. Je me souviens plus à quel âge, parce que je crois à 18 mois. Puis elle a commencé à marcher vers 2 ans. Et puis à parler un petit peu. Alors on s'est dit, après tout, bon, elle se développe. On ne sait pas jusqu'où elle va aller, mais on verra bien. Il faut vivre dans l'instant, dans le présent. Et ça a été en fait notre attitude permanente, de vivre dans le présent et de laisser Nathalie se développer, lui permettre de se développer complètement, jusqu'au bout, qu'elle aille au bout de son potentiel, de ses capacités. Et ça a été, disons, notre attitude permanente. J'écris avec le feu dans mes doigts. J'écris à la fois pour moi et à toi. J'écris des mots. J'écris. C'est dingue ce qui me passe par la tête. Je vois des images défiler comme un film. Je ris, je vis, je danse. Je rêve parfois à une fin. J'écris avec mes tripes. J'écris avec mon être. Détraqué, maladroit, heureux de marcher droit, de marcher, de pleurer, ça fait du bien à l'âme. J'écris à la folie, j'écris pour découvrir la vie. J'écris, je t'aime, tu écris, moi aussi. Alors, écrire c'est quoi, à part se donner la main pour être frère? J'écris. Voilà. Ben compte. 4, 5 et 3, 8, 9, 10, 11. Je crois beaucoup à la stimulation dès la naissance, enfin stimuler. Ça, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup que ça aide quelque part des cellules du cerveau, quoi. Je sais que dans certaines maladies, on le pratique. Et je pense que pour elle, je crois que ça a été bénéfique. Enfin, c'est un peu l'impression de tout mon entourage, hein, qui ont vu ce qu'on avait fait et qui disent ah oui, bah, quand même, ce fait de l'avoir toujours stimulé, toujours... En fait, spontanément, vous avez fait un petit peu ce que soutiennent certains cliniciens américains. Ben oui. C'est-à-dire cette idée que la trisomie est plus près d'une lésion cérébrale que d'une déficience intellectuelle. Spontanément, c'était le constat que quand on lui faisait apprendre longtemps, bien, ça venait. C'est tout. Si on tenait. Voilà.
Si on avait l'énergie pour si on avait l'énergie et la patience, parce que quelquefois je désespérais. Il m'est arrivé au ski de dire, bon, bah écoute, on fait pas de ski, tant pis. Ce jour-là, elle m'a dit, ah bon, bah, si, moi je veux faire du ski, elle prend le téléphérique, elle prend le téléski, elle l'avait jamais pris. Quelquefois, j'ai été découragée et c'est elle qui relevait le flambeau. Parce que des fois, faut être patient quand même. Vous sentez que vous avez été pionnier dans ce domaine quand même? Ben, un peu, oui, quand même. Mais ce que je ressens aussi, c'est que les gens qui se donnent beaucoup de mal, j'ai un voisin ici qui a une petite fille trisomique qui se donne énormément de mal, qui fait la même chose, qui stimule dans tous les sens sa petite fille, qui est très très bien, cette petite et tout, et que ils ont quand même le parcours du combattant. Ils ont le même parcours à pour faire l'école. Que vous, à 30 ans de distance. Pour l'école. Est-ce que tu dis beaucoup handicapé, 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 mais est-ce que tu te sens handicapé, toi? Un peu. Un peu. Parfois oui, parfois non. Parfois oui. Parce que moi je suis très souple, les autres ils sont pas ma souplesse. Et ça c'est plutôt une qualité qu'un défaut. Mais quand tu es toute seule et que tu vis ta vie, que tu vis dans ton monde à toi, est-ce que tu as l'impression que tu es handicapé? Non, ça non. Non, ça je suis pas handicapé pour ça. Parce que tu vois, la question c'est, est-ce qu'il n'y a qu'une manière d'être intelligent? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs façons d'être intelligent. Est-ce que toi tu te considères comme intelligente? Ouais, d'une certaine façon, oui. De quelle façon? Peut-être une très grande sensibilité que j'exprime à travers mes poèmes. Peut-être que les autres, ils ont peut-être pas ça. Et est-ce que c'est cette sensibilité-là qui te gêne pour fonctionner dans le monde un peu ordinaire, les autres? Un petit peu, mais pas beaucoup quand même. Parce qu'à force d'affronter le monde, je me blinde, quoi. Au début, tu avais du mal. Ouais, au début, j'avais du mal. Mais maintenant, je me blinde un peu quand même. C'est-à-dire, tu apprends à être comme nous, quoi. Je sais pas ce que ça veut dire. Apprendre à être comme nous? Ouais. Apprendre à avoir moins de sensibilité. Apprendre non, ça... Peut-être que mes parents, ils me l'apprennent, mais j'ai un éprouve quand même, quoi. Qu'est-ce qui t'émeut le plus? Qu'est-ce qui te fait de la peine? Quelles sont les choses qui